Une révision des sommitaires des 14 8000. Une enquête du site internet 8000heures.com. Quelques précisions de Rodolphe Popier. Alors en fait, donc le papier c'est le collectif 8000heures.com, alors qui est dirigé par Ebrard Turgalski, qui lui est un chroniqueur allemand en fait qui exerce depuis plus de 40 ans. Donc lui, dans la lignée des Xavier Guskiza en fait, qui était un chroniqueur basque, spécialiste des 8000 à son époque, et donc aussi de Missolet pour l'Himalaya Database. Lui en fait a étudié les zones sommitales des 8000 depuis tout ce temps en fait. Donc avec une connaissance à l'origine spécifique sur les antécimes du Broad Peak, le sommet central du Shishapangma, des choses comme ça. Et après, donc, dans l'époque récente, en 2012, donc Ebrard m'a contacté parce que les sommets au printemps à l'Annapurna, les photos étaient incompréhensibles, quoi. On va dire, ils ne comprenaient pas où on était. Donc on s'y est mis à deux et puis on ne comprenait rien. Et puis à force de regarder, on a commencé à avoir d'autres photos, d'autres échantillons. Et avec les années, on a fini par comprendre un peu, enfin même pas les années, c'est au bout d'un an je crois, là si, un an. On a obtenu des photos du côté de l'Inde qui nous ont permis de conclure où était tout ce groupe en fait du printemps 2012. Donc c'est parti comme ça. Et après, donc on a passé entre 2012 et 2017 à peu près, 5 ans, à continuer à essayer de comprendre comment l'Annapurna était fait. Puisqu'en gros, ça fait une sorte d'arête sommitale qui fait à peu près 300 mètres de long. Et puis là aussi, donc en se basant uniquement sur les photos en fait, des grimpeurs, qui nous renseignaient sur les rochers, les arêtes, toute forme de relief en fait, saillante, on va dire. Donc c'était un exercice de topographie, on va dire amateur. Et puis Ebrard a réussi à obtenir les données de l'agence spatiale allemande qui avait fait une couverture satellite de plusieurs sommets de 8000 mètres et eux qui avaient des relevés d'altitude au centimètre près. Alors bon, des choses un peu folles, quoi, c'est techniquement incroyable. Donc on a eu la chance d'avoir ces données. Et puis avec ces données, on a confirmé un peu notre premier diagnostic, on va dire. Et puis à partir de là, donc Tobias Pantel, donc, qui est allemand aussi, qui a rejoint l'Himalayan Database en 2017. Donc nous a dit, mais il y a un problème au Manaslu, les gens ne s'arrêtent pas au sommet du Manaslu. Bon, donc il nous a amené là-dessus, à réfléchir là-dessus. Donc on s'y est mis tous les trois, et avec d'autres d'ailleurs, parce que le groupe c'est... Donc dans le groupe 8000heures.com, il y a toujours eu plus ou moins Bob Schelfaout, qui est un historien hollandais, donc lui aussi qui a une connaissance livresque assez dantesque d'histoire de l'himalayisme et de l'alpinisme. Damien Gildia, donc lui qui est un alpiniste explorateur australien, qui lui a beaucoup étudié l'Antarctique, qui fait beaucoup d'expéditions là-bas. Donc lui aussi, on s'est un peu tous mis quoi, en fait, à essayer de comprendre ce qu'on voyait sur les photos des sommiteurs. Donc là, avec la même logique, de déduire une structure sommitale, quoi, à partir de photos. Et le cas échéant, quand il y avait un petit plus, par exemple pour l'Otse, la zone sommitale du Otse, quand on avait la carte géologique de l'Everest, là, c'était le seul fond de carte qui nous permettait d'avoir de la courbe de niveau à 20 mètres près, des choses comme ça. Donc on a toujours essayé de croiser en fait, des sources les photos déjà, donc des grimpeurs avant tout, et après un outil de géographie, on va dire, pour essayer de préciser un peu là aussi les distances des différents points sur l'arête sommitale. Mais donc le gros problème, on va dire, c'est que, puisque Ebrard, lui, est chroniqueur, c'est qu'on s'est retrouvé avec plein de gens qui n'étaient pas au sommet. Et pour le Manaslu, ça a été une hécatombe, quoi. Là, on était très embêtés. Voilà, donc après, donc dès 2019, nous on a commencé à essayer de faire passer l'info, quoi, en gros, sur ces histoires de topographie des sommets. Et puis petit à petit, donc il y a eu plusieurs publications. Damien a publié un article de fond sur la question dans l'American Alpine Journal en 2020, je crois, ou 2021. 2020, je crois, de mémoire. Et puis donc voilà, après, là l'étape de cette année, Ebrard, lui, a donc posé la table officielle des vainqueurs des 14 8000, qui sont une bonne quarantaine, en montrant tout simplement que pour l'instant, d'après nos résultats provisoires, en tout cas, on n'en a que 3 sûrs qui ont fait les 14 8000.
Sachant que donc ça c'est un échantillon, un micro-échantillon on va dire dans l'échantillon global en fait, des sommiteurs juste pour ces 3 sommets d'ailleurs, Manaslu, Annapurna, Dhaulagiri. Et puis donc ça c'est vraiment la surface immergée de l'iceberg si on veut, puisqu'encore une fois au Manaslu par exemple c'est dantesque quoi. Et alors donc toujours avec cet étonnement, puisque nous ce qu'on postule très clairement c'est que les gens se font avoir quoi, c'est-à-dire de la même façon que pour nous juste géographes disons c'est très compliqué à comprendre. Nous, notre postulat, très très vite, ça a été de dire, mais ouais, les gens se font avoir. De la même façon que nous, on a déjà du mal à l'altitude, en plaine, depuis notre fauteuil d'ordinateur, à comprendre comment ces choses fonctionnent en tant que géographe. On peut que imaginer qu'en fait des alpinistes là-haut, à court d'oxygène, après des efforts surhumains parfois, se fassent avoir, quoi. Donc voilà, nous, ça a été très vite, ça c'est quelque chose qui a été très clair dans notre tête. Les gens sont de bonne foi. Dans 99% des cas, on est sûr, quasiment sûr que les gens sont de bonne foi. Donc voilà, après, donc que dire Donc après, il y a eu un second communiqué, appelons ça un communiqué de presse, puisqu'on est un groupe d'amateurs, on n'a pas d'agence de com ou de machin, hein. On est des amateurs. Donc on a mis un second communiqué de presse où on expliquait, on a explicité quelques cas parmi les 14 000 qui ont été évoqués dans la presse pendant le mois de juillet, pour montrer là aussi la base, c'est-à-dire que nous, comment on fait notre diagnostic, et après expliciter dans la table d'Ebrard ce que veulent dire les différentes colonnes. Et sachant là encore, en expliquant, en insistant bien sur le point que les résultats ne sont pas gravés dans le marbre, qu'il peut y avoir, on a pu se tromper, hein, voilà, l'erreur est humaine, et que donc, nous on est ouvert à la discussion aussi. Mais là, donc, on a expliqué ce que veut dire la colonne pas de sommet, la colonne pas de preuves. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu des fois les preuves d'ascension que ces preuves n'existent pas, et qu'ensuite ces preuves ne disent pas que les gens soient bien au sommet. Donc ça, c'est plein de petites nuances qu'on a dû expliquer, qui sont assez cruciales, là aussi en matière de communication. C'est-à-dire que c'est un peu deux mondes qui s'affrontent. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on est des chroniqueurs géographes. Donc pour nous, c'est un objet de recherche, comme pour des scientifiques, d'étudier le Soleil, hein, la structure du Soleil par exemple. Nous, on n'est pas cosmonautes, on n'est pas alpinistes. Donc c'est qu'un avis extérieur sur ce qu'on observe, quoi, tout simplement. Et donc un point en substance, c'est justement de dire que ça n'enlève rien à la valeur de toutes ces ascensions. Qu'elles aient été faites par des alpinistes extraordinaires, comme le trio de tête, Messner, Kukushka, Loretan par exemple, ou par des alpinistes, même dans une période plus récente, qui sont en plus des collectionneurs de 8000, on va dire, qui n'ont pas fait les choses sans ox ou en style ou avec des nouvelles voies en hiver, des choses extraordinaires. Pour nous, étant que chroniqueur, on reconnaît tout le monde, pour nous, tout le monde est extraordinaire dans cette histoire-là. Et puis voilà, c'est-à-dire, en gros, c'est le résultat de 40 ans de recherche, puisque Ebrard a commencé il y a 40 ans. Et puis finalement, de résultats cumulés aussi de ceux de Missolet, qui avaient déjà une connaissance très précise, mais on va dire descriptive, de l'Annapurna, pas de l'Annapurna, du Dhaulagiri, du Choyu par exemple, ils connaissaient très bien, l'Everest ils connaissaient très bien. Donc ça aussi, c'est des choses nous qu'on a bien en tête et qui nous aident. Là, nous, on systématise parce que Internet est apparu, et qu'on peut avoir du partage d'images très facile, ce que les anciens chroniqueurs n'avaient pas dans les années avant Internet, tout simplement. Ils n'avaient pas Google Earth, ils n'avaient pas des outils qui sont formidables. C'est-à-dire que juste avec Google Earth, par exemple, si vous regardez le rapport, par exemple, sur le Manaslu, vous verrez qu'on arrive bien, en zappant sur les années, à positionner toute la zone sommitale relativement bien quand même. Donc donc avec ces outils à disposition, c'est évident que c'est plus facile maintenant de faire ce genre de recherche, et puis voilà, donc là, sachant qu'on a étudié que 6 sommets de 8000 sur 14, mais qu'on a une idée quand même déjà plus précise des autres sommets, par exemple comme le Chicha, où là c'est un vieux problème déjà, qui est réglé depuis très longtemps, Mais donc, alors après, comment dire ça, c'est sûr que là on est un peu une époque sans doute un peu charnière peut-être de ce 8000isme là, qui est apparu récemment avec la consommation touristique presque de ces sommets.
Donc là, c'est sûr que la grande inconnue, c'est l'automne qui vient. Qu'est-ce que ça va donner au sommet du Manaslu? Sachant qu'il y a déjà 400 personnes, a priori, qui veulent y retourner juste pour aller au vrai sommet. Donc nous, depuis le début, on est un peu inquiets aussi de l'extérieur. Mais bon, comment ça va le faire de faire passer 400 personnes là-haut, sur cette arête sommitale qui est aérienne et en conditions plus ou moins délicates. Donc voilà, on verra bien. Mais après, c'est un pas de plus voilà, dans la connaissance de ce qui se fait en fait depuis 50 ans en fait, quoi. Depuis 50 ans, Katmandou avait demi-soleil qui posait la question par exemple au Choyu, est-ce que vous avez vu les restes du sommet du Choyu, et si la malheureuse personne qui revenait de son ascension disait non, elle se faisait sucrer son sommet, quoi. Donc ça n'a rien de nouveau en fait, ce contrôle de la validité des sommets, ça a toujours existé. Donc là on va dire c'est... Comment dire ça, c'est... Alors moi à titre personnel, ce que je trouve sympa, c'est que ce que j'aime bien dans cette idée, c'est juste que les gens avant de partir aient une carte mentale. C'est-à-dire que s'ils ont le cerveau qui est fait pour la vision en 3D, je ne veux pas dire que les yeux fermés ils vont trouver le sommet là-haut, mais ils auront beaucoup plus de chances de le trouver, et ça leur enlève un petit poids de l'esprit pour arriver là-haut le jour du sommet. Ils ont ça de moins à penser, on va dire. Alors après, bon, bien sûr, les conditions sur le terrain, les choses sont toujours différentes que sur le papier, mais ça peut donner voilà, ce petit plus, quoi, pour ceux qui partent maintenant, quoi. Mais nous, le but premier, c'est que les gens aient des infos précises pour faire les choses, entre guillemets, bien sur tous ces sommets. Donc après, ça veut dire que ceux qui ont été avant ont fait les choses mal. C'est qu'encore une fois, nous, on va le rabâcher longtemps. On est dans 99% des cas, on est convaincu, pour pas dire sûr, que les gens ne sont pas des menteurs. C'est évident, c'est même inconcevable à l'échelle du nombre de gens qui allaient sur le Manaslu. Si on devait postuler que sur 2000 et quelques, il y avait plus de 1500 menteurs, c'est juste pas envisageable. Mais donc après, donc là dans les années récentes, donc Taneswar Gouragai qui travaille à Seven Summit Treks, lui qui est donc membre aussi de HatersTheNorth.com du collectif, lui a fait passer l'info dès 2016 par exemple au Sherpa qui s'occupe de faire la trace, d'équiper les voies normales pour les clients. Et Annapurna, ça a tout de suite débouché, c'est-à-dire qu'il est allé dès 2016 en fait, les gens sont allés au sommet d'Annapurna correctement, pile au sommet en fait, par la voie la plus directe. Donc c'était satisfaisant parce que nous, ça nous fait moins de boulot déjà de contrôle, puisqu'on sait qu'a priori il y a tout le monde qui part dans la bonne direction. Et après, ça a suivi avec le Dholagiri et ensuite le Manaslu. Alors le Manaslu, dans la communication, ça a été différent puisque ce qui a retourné l'opinion publique définitivement, ça a été les photos de Jackson Groves à l'automne 2021. Donc là, depuis cette saison prochaine, depuis ce temps-là, et les équipes de Mi'kmaq et Alger Sherpa et Imzai qui sont allés au vrai sommet, donc il faut leur pub là-dessus maintenant pour justement dire on va au vrai sommet du Manaslu, voilà. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'encore une fois, sur ces 3 sommets qui étaient compliqués et sur lesquels il y avait des gens étalés sur toute la région sommitale, on va dire, maintenant, systématiquement, les Sherpas concentrent les gens au bon endroit. Donc ça, c'est bien, parce que au moins, les gens savent où il faut aller, quoi. Donc autant les expés commerciales maintenant, et même après les alpinistes qui font de l'exploration, par exemple, eux aussi ont l'info précise, quoi. Mais sachant qu'à l'échelle de l'histoire, c'est quand même incroyable parce que les premiers ascensionnistes, par exemple au Manaslu, ont trouvé le vrai sommet dès 1956. Alors ça reste un mystère, c'est-à-dire comment les gens par la suite ont pu se faire avoir. Alors nous, on l'a déduit par notre étude, en montrant qu'il y a bien une limite de visibilité qui est légèrement sous C2 si vous regardez le rapport, et que celle-là, elle a planté, elle a fait très mal à une majorité de gens en fait, sans qu'ils le sachent. Parce que déjà, ils avaient réussi à comprendre que les 3 antécimes avant ne sont pas le sommet. Et ils avaient réussi déjà à aller juste sous C2, à ce qu'on appelle entre Shelf 2 et C2. Et donc, ce qui était déjà bien, quoi, évidemment. Hein, mais, donc voilà. Là, maintenant, il y a l'info. Et puis, donc ça aussi, on avait contacté l'UIA pour leur dire, mais que faire dans cette situation ? Puisque nous, on est juste un collectif, un petit groupement de chercheurs, mais on n'a pas de pouvoir en fait dans la communauté. C'est les institutions alpines normalement normalement, je ne sais pas si normalement, mais qui peuvent avoir un rôle d'encadrement là-dedans, au moins, comment on appelle ça,
pas une guidance, enfin des principes voilà, pour guider les alpinistes. Donc là, on va les relancer pour essayer quand même d'avoir leur position là-dessus, quoi. Parce que bah, y en a besoin. C'est-à-dire, si on a des institutions alpines, l'idéal, c'est que dans ce genre de cas qui concerne quand même la communauté, quoi, on puisse avoir leur avis, quoi. Et bah, la réaction, c'est qu'en fait, une majorité de ceux qui sont dans la liste ne sont pas exprimés. Alors bon, pour cause, il y en a certains qui sont morts aussi, mais dans les vivants aussi, qu'on avait déjà eu en coulisses, qui en fait reconnaissaient la chose, on va dire. En fait, pour l'instant, il n'y a personne qui a contredit notre diagnostic, pour l'instant. Hein. Le seul cas sur lequel ça marche peut-être pas, c'est le cas de Denis Surubko au Choyu. Choyu, parce qu'en fait, donc le diagnostic d'Attersunner.com, c'était basé sur l'avis d'un membre du comité d'organisation des Piolets d'Or de l'époque, de 2009 ou 2010, je ne sais plus, 2010 je crois, où là il y a eu une incompréhension en fait, qui a amené à mettre l'ascension de Denis Surubko dans la colonne No Summit. Et donc ça, depuis, c'est un exemple de ce qu'on peut faire évoluer déjà par rapport à cette liste. Depuis, ça a été mis dans la colonne No Evidence, parce qu'effectivement, lui-même n'était pas sûr en fait, d'être allé au sommet, c'est ce qu'il avait dit dans la conférence de presse à l'époque. Donc ça, c'est le type de sommet pour lequel, par définition, nous, en tant qu'observateurs, on n'a aucune idée en fait s'il est au sommet. Peut-être qu'il y est, on n'en sait pas. Donc là, depuis, Ebrard a créé une catégorie intermédiaire de possible finisher, c'est-à-dire de mecs qu'il a peut-être fait. Donc pour l'instant, en gros, on en a 3 dont on est sûr qu'ils l'ont fait. Donc Ed Visters, Veikka Gustafsson, Nims Dai et peut-être Denis Surubko. Voilà, dans une catégorie intermédiaire. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Mais après, pour l'instant, les retours qu'on a d'alpinistes, alors de Corée, d'Italie, enfin de pas mal, de quelques endroits quand même, c'est qu'en gros, personne ne contredit le diagnostic. Alors des fois, les Coréens, par exemple, ont envoyé à peu de temps des photos pour essayer de savoir, par exemple, si Kim Chang-ho, qui était un grand himalayiste coréen, avait quand même pas réussi à aller sur le sommet des 3 qui posent problème. Et en fait, avec les photos qu'ils ont envoyées, ça n'a fait que confirmer en fait, ce qu'on avait déjà trouvé. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de bonne surprise, on va dire. Et après, donc, les réactions officielles, en fait, il n'y en a eu que en Italie surtout et en Allemagne, où là, c'est des himalayistes, des grands himalayistes, alors évidemment le King Messner, et puis Ralf Dumowitz en Allemagne, où là, en fait, ils ont été... alors là aussi, comme tous les autres, ils ont pas du tout contredit le diagnostic qu'on a fait nous, c'est-à-dire pour Messner de dire, en gros, d'après votre description, nous, on a tels arguments pour dire qu'on pense que vous êtes arrêté dans la région de la jonction des arêtes, et Ralf Dumowitz pour dire, en gros, vous êtes arrêté comme un bon paquet de gens sous C2, à cette fameuse limite de visibilité. Donc ça, ils ne le contredisent pas. Après, donc c'est pas notre diagnostic de chroniqueur qui remet en question, en gros, on va dire ça. C'est-à-dire que même si on dit et s'ils acceptent le fait, plus ou moins implicitement, de ne pas être allé au sommet, c'est que pour eux, alors Messner surtout sur la valeur en fait, de l'ascension de la première ascension de la face nord-ouest de l'Annapurna, ils considèrent que ça va au sommet. Alors ça, dans l'absolu, après c'est un débat de grimpeurs, nous on n'est pas alpinistes encore une fois. Alors c'est évident que cette première ascension, quand vous lisez le récit, c'est dantesque, quoi. Je pense que c'est dans le top 5 des ascensions de Messner. Enfin, il faudra lui demander ce qu'il en pense, mais a priori, je pense que ce ne serait pas absurde. Et puis, Ralf Dumowitz, lui, c'était une ascension régulière de la voie normale du Manaslu, mais donc le problème à chaque fois, c'est qu'évidemment, on ne va pas demander aux alpinistes de retourner, nous, ce serait absurde. Mais donc, après, pour ces alpinistes-là, il y a des enjeux économiques, médiatiques, qui sont tels que, effectivement, pour eux, c'est pas une bonne pub, quoi. Donc ça, donc du coup ça s'est pas mal déchaîné en Italie, relativement un peu moins en Allemagne. Mais après, alors ça c'est le domaine de maintenant. Là on va faire une troisième, appelons ça un communiqué de presse, je sais pas comment appeler ça, pour réinsister sur tout ce qu'on a déjà dit dans le deuxième, où pourtant il y avait déjà toutes les idées essentielles. Et nous après, alors dans l'équipe, il y en a qui sont spécialistes de ça, qui font plus de la com. Federico en Italie, c'est sa spécialité. Et puis alors après, à titre personnel, moi je fais que la recherche en topographie. Donc pour l'instant, moi j'ai pas de surprise là-dessus, quoi. Sur les diagnostics qu'on a fait jusqu'à maintenant,
On y a passé tellement de temps en fait que maintenant c'est automatique, c'est quasi automatique en fait. Ouais, il y a des photos, on sait tout de suite quoi. Il n'y a pas besoin de chercher 3 heures, puisqu'on a, encore une fois, sur le Manaslu par exemple, c'est celui qui nous a plus mis la suée. On était quand même à 4 en permanence là-dessus à chercher, à rien comprendre. On n'a rien compris pendant peut-être 1 an et demi, quoi. 1 an et demi, je pense. Et intensif, quoi. Je sais plus le temps exact, mais ça, c'est vraiment, c'est mis la suée. Donc maintenant, bah, on va finir de faire les rapports topographiques, les études pour les autres sommets de 8000 mètres, pour que là aussi, bah, y ait un confort pour les Himalayistes du futur, bah, d'avoir une ressource, enfin pour ceux que ça intéresse, hein, pour que des Himalayistes qui veulent être sûrs de ne pas rater le sommet, voilà, ils soient sereins, encore une fois, qu'ils aient une carte mentale, voilà, le jour où ils vont au sommet. Ils pensent ils sont d'abord sur leur ascension et pour qu'en gros le sommet soit, idéalement, hein, dans l'idéal, soit juste une formalité dont ils puissent profiter pleinement, quoi. Voilà, parce qu'après nous il y a un plaisir d'étudier ces zones, parce que c'est évident qu'on n'ira jamais, et puis que bah, c'est tous des sommets un peu mythiques du coup quand même si c'est que le biais arbitraire, voilà, du chiffre 8000 qui fait que ça reste dans l'inconscient collectif quelque chose d'un peu mythique, mais alors qu'en fait si on prenait d'autres critères, d'autres appareils de mesure numérique, et si on intégrait tous les grands 7000 de la planète, on s'apercevrait qu'il y a une liste beaucoup plus belle qui pourrait être faite sans doute, et un challenge beaucoup plus dur là encore, ouais. En prenant les grands 7000 par exemple. Chaque année, il y a plein d'ouvertures en style alpin qui s'arrêtent sur des antécimes. Et puis, bah, ça choque personne, quoi. C'est-à-dire, parce que, bah, voilà, c'est tant qu'il y a mais là, c'est des choses qui sont faites en, comment dire ça. Les alpinistes font le rapport, ils expliquent, bon, s'arrêter là, voilà, ça existe depuis toujours. Et puis, bah, l'exemple classique, nous, qu'on utilise pas mal ces temps, c'est effectivement le cas du Gasherbrum 4. Par exemple, l'ascension mythique de Wojtek Kurtyka et Robert Schauer, où là, bah, Wojtek Kurtyka, pendant des années, se morfondait de ne pas être allé au sommet, alors que ça reste dans le top, je sais pas, le top 10 encore aujourd'hui des plus belles ascensions de l'histoire, sans sommet. Et honnêtement, c'est peut-être plus... ça pose de problème pour personne. Enfin, tout le monde reste émerveillé par ça. Donc, même nous, les ascensions qu'on a trouvées, par exemple, prenons l'ascension mythique de Loretan Troyet et Steiner en 85 de la Guiri, face Est, première hivernale, personne ne l'a refait. Donc quand on lit le récit dans les 8000 rugissants de Loretan, on se dit que c'est surhumain, quoi. C'est-à-dire, ce récit, et moi je continuerai à le lire avec cet œil-là. C'est-à-dire que même si nous on a trouvé qu'effectivement ils se sont arrêtés au Metal Pole, donc à une petite heure de grimpe du sommet, ça ne change rien. C'est-à-dire que leur exploit restera inchangé. C'est-à-dire que eux, ils ont cru en toute sincérité, parce que c'est écrit noir sur blanc dans leur récit, qu'ils se sont concertés sans se parler, je crois, de mémoire, dans le récit de Loretan, avec Troyet. Et bah, pour eux, ils étaient au sommet. Et ils ne sont pas les seuls à s'être fait planter à cet endroit-là, puisqu'après, 1 ou 2 ans après, il y a un Sherpa qui a mis un barreau métallique à cet endroit-là, qui a planté plein de gens, dont Benoît Chamou, dont Oyard Zabal la première fois qu'il y allait, dont Nives Meroy aussi. Et donc voilà, des ascensions comme ça, ou Messner qu'on citait tout à l'heure, ça ne changera rien au côté extraordinaire de leur ascension. Nous, on continuera d'admirer ça ouais, comme des actes surhumains, quoi. Enfin, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment lire et relire ce genre de récit pour comprendre pour être émerveillé. Voilà, moi, pour nous, ça ne change rien, en fait, en termes de valeur. Puis encore une fois, on n'est pas alpiniste. Donc, encore une fois, alors après, effectivement, nous, c'est un crève-cœur, parce que bah, quand on découvre ça, c'est vrai qu'au début, on était très embêtés, en fait. Et surtout, c'est l'accumulation de cas comme ça qui, au bout d'un moment, nous a quand même bien embêtés. Parce que, bah, ouais, c'est le panthéon de l'himalayisme, c'est des grands himalayistes, des gens qu'on admire, que tout le monde aime. Loretan, je pense qu'il y a... C'est dur de trouver un alpiniste que les gens aiment plus, quoi, par exemple, parmi ces grands himalayistes, quoi. Puis qu'il y a une fin de vie terrible, enfin voilà, c'est... Benoît Chamou qu'on citait aussi, tiens, tout à l'heure. Benoît Chamou, pareil, c'était un type formidable, quoi. On a attendu cette année pour que ses records de vitesse, le record de vitesse du Nanga Parbat tombe, le record de vitesse de la voie normale quand même, par François. Donc c'était des grands alpinistes, des grands bonhommes, voilà. Donc oui, bah, pas de sommet. Est-ce que c'est vraiment... Nous, encore une fois,
On regarde ça avec un œil de géographe, de topographe, de chroniqueur. Mais aux alpinistes, je pense que dans l'idéal d'un alpiniste, la perfection, c'est l'ascension et le sommet. Voilà, c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais s'il n'y a que l'ascension, c'est déjà pas pire, hein. C'est déjà extraordinaire, quoi.